Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog que je démarre. Oh là là, on est le combien? On est le 20 novembre. Donc à mon avis, il va m'accompagner jusqu'à la fin de l'année. Au risque qu'il soit très long, tant pis. Voilà. Et on va commencer tout de suite avec mes dernières lectures. Après L'île des âmes, j'ai attaqué Apprendre si par bonheur, le livre de Becky Chambers. Donc je n'avais jamais lu de SF positif, je n'avais jamais lu Becky Chambers. Et ma foi, ça a été une lecture étonnante, intéressante, un peu perturbante au début, surprenante en tout cas. Et ouais, je vous en parle vite en point lecture, mais une très bonne lecture qui avait été vivement conseillée par Mathilde du Faucon littéraire. Et ouais, c'était plutôt une bonne lecture. Et ensuite, j'ai enchaîné directement avec... il y a son roman là, le roman suivant de Gwenaël Bulto. Gwenaël Bulto, je vous en avais parlé pour La République des Faibles, qui était son premier roman, que j'avais adoré, que je conseille toujours, mais vraiment lisez La République des Faibles. Et là, il a écrit un roman qui s'appelle Le Grand Soir, que j'ai terminé l'autre jour, et que j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai un tout petit peu moins aimé que La République des Faibles, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, ce qui est surprenant, c'est que pourtant, la thématique, le sujet aurait dû beaucoup me plaire, puisqu'il y a beaucoup de personnages féminins dans son nouveau roman, et ça se situe au moment de la mort de Louise Michel. Donc voilà, une période plutôt intéressante, mais j'ai préféré celui-ci avec l'époque de l'affaire Dreyfus. Mais je vous développerai tout ça en point de lecture vraiment rapidement. Et du coup, qu'est-ce que j'ai attaqué ? J'ai décidé d'attaquer mes lectures islandaises. Donc je continue les livres qui sont sur ma pile à lire de l'hiver, sauf le Gwenaël Bulto que je n'avais pas anticipé, que j'ai rajouté au dernier moment. Et je me suis dit que j'allais attaquer mes lectures islandaises. Donc on a commencé avec je. J'ai commencé avec le livre d'Indrid Azon, Le Duel. Voilà, ça a été un vaste débat dans ma tête. J'en ai même parlé avec Elsa de Zaza dans le métro. Oh, je suis mal coiffée. Parce que je ne savais pas par lequel commencer. En fait, c'est une série qui est assez longue, avec un personnage principal, l'inspecteur, mais il les a... Donc comme c'est très long, j'ai quand même beaucoup de recul puisque j'en ai jamais lu. Et en fait, il y a l'ordre dans lequel il les a écrits, et ensuite, il y a l'ordre chronologique. Et après moult hésitations avec moi-même, j'ai décidé, exceptionnellement, parce que je ne fais jamais ça, normalement je prends toujours l'ordre d'écriture, en me disant tant pis, s'il y a un préquel, tant pis, je le lirai plus tard. Là, exceptionnellement, j'ai décidé de prendre l'ordre chronologique, et de prendre le premier de l'histoire, qui s'appelle Le Duel, et qui n'est pas du tout le premier écrit, qui doit être le 11 ou 12e écrit. Donc voilà. Bon, je le tente comme ça, je vais voir. Et j'ai aussi fait ça parce que dans le lot, j'ai vu qu'il y avait La Cité de Jar, La Femme en verre, etc., qui sont des livres que j'ai souvent vu chroniquer. Et Le Duel, je l'ai beaucoup moins vu passer. Et je me dis, peut-être que ça peut être plus original, plus sympa pour vous de découvrir ce roman. Et puis ça va me revenir dans le monde des échecs, et j'avoue que j'avais tellement aimé Le Jeu de la Dame, le livre, qui était extraordinaire, la série aussi d'ailleurs. Et voilà, un petit retour dans le monde des échecs, je prends. Les échecs en Islande en plus, que demande le peuple. Voilà où j'en suis de mes lectures. Sinon, je suis allée au cinéma avec mon fils, nous sommes allés voir Black Panther 2. Et oui, et c'était assez top. C'est un film qui est très intéressant, très bien fait. Alors d'abord, je vais vous parler du contexte. Je pense que vous le savez tous, mais au cas où je le reprécise, l'acteur qui faisait Black Panther est décédé. 38 ans d'un cancer, un truc horrible, mais vraiment cauchemardesque. Forcément, Marvel se retrouve avec un truc, en sachant que Black Panther 2 avait été écrit. Ça aurait été dans les années 80, voire même 90, ils ne se seraient pas posé la question, ils auraient pris un autre acteur, ils l'auraient tranquillement remplacé, et on n'en parlait plus. Heureusement, aujourd'hui, on ne pratique plus ce genre de choses, et ils ont foutu le scénario à la poubelle, et ils ont tout réécrit en disant comment on fait maintenant. On ne peut pas juste le remplacer comme ça n'a pas de sens. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Et le réalisateur, qui est aussi le scénariste et le producteur, il a tout recommencé, il a repris sa copie, il a tout réécrit. Il a inventé une autre histoire pour ce Black Panther 2, une histoire où Black Panther est mort.
Donc j'ai trouvé que c'était hyper respectueux et de l'acteur, bien évidemment, mais aussi du spectateur. Je trouvais que c'était hyper sympa au niveau narratif de se questionner, de se dire, bon ben, ok, c'est un drame, quelle valeur ajoutée on va pouvoir mettre à l'histoire pour respecter le deuil, enfin le deuil de tout le monde en fait. Et il a construit une toute nouvelle histoire. Et c'est vachement bien. Et alors la deuxième raison pour laquelle j'ai beaucoup aimé, attention au roulement de tambour, c'est un film qui est incroyable en termes de présence féminine. On ne remarque pas dans les films quand il n'y a que des hommes. C'est tellement le commun, c'est tellement habituel qu'on ne le voit jamais. Par contre là, et ça ne devrait pas nous sauter aux yeux, mais c'est tellement peu courant que ça nous saute aux yeux, il n'y a que des femmes. Donc, la reine du pays est en deuil, on la voit beaucoup, hein, c'est la mère de Black Panther, donc on la voit beaucoup. Il y a la sœur de Black Panther qu'on voyait beaucoup dans le 1 et qu'on revoit beaucoup dans le 2, parce qu'elle est en deuil aussi, c'est important. Il y a l'espionne, qui est l'ex-compagne de Black Panther, donc pareil, elle est très présente. Il y a la générale, parce que dans le pays de Black Panther, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, l'armée est constituée de femmes, donc la générale c'est une femme, vous avez toutes les guerrières femmes, et Dieu sait qu'elles sont somptueuses dans Black Panther, et à un moment donné il y a un problème, et elles vont avoir besoin de l'aide, enfin de récupérer, bon, vous verrez bien, l'aide de quelqu'un, et c'est une scientifique, donc ils vont chercher une femme scientifique aux États-Unis, donc là encore c'est une femme, donc en fait, toute l'équipe de A à Z est une femme. Le seul homme qu'on voit qui a un personnage principal, c'est le méchant. Voilà. Et j'ai trouvé ça trop cool. Ça déménage, ça prend le temps. Ça prend le temps d'installer les choses, ça prend le temps de faire le deuil de Black Panther, ça prend le temps de repenser, voilà. J'ai trouvé qu'au niveau narratif, c'était hyper intéressant, ce questionnement, cette prise de position, cette patience dans le film, à nous obliger pendant 1h30 à attendre pour savoir qui est le nouveau Black Panther. On le sait vraiment au bout d'1h30, hein, c'est un film qui fait 2h40, il faut bien attendre 1h30 de construction, parce que oui, les choses ne se changent pas comme ça, pouf, il est mort, pouf, on en prend un autre. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, et c'est un film qui nous a tous les deux beaucoup séduits. Puisqu'on est dans les films, j'ai regardé quelques films à la télé, dont certains me semblent suffisamment intéressants pour que je vous en parle. Le premier, c'est Yesterday. C'est un film de Danny Boyle, et en fait, je ne l'avais jamais vu. Alors, il n'est pas très vieux, mais il a quand même quelques années. Et c'est un film qui imagine un monde dans lequel les Beatles n'existeraient pas. Et donc voilà, ça démarre, il y a une espèce de blackout total. Et au moment, donc on suppose qu'au moment de ce blackout, le monde change. Et au moment de ce blackout, le personnage principal, donc c'est le début, il a une chute à vélo, donc il est en l'air. Et le temps qu'il atterrisse, le monde a changé. Donc lui, il a la mémoire de certaines choses que les autres n'ont pas. Et notamment des Beatles. Et comme il est musicien, et quand il comprend que les Beatles n'existent plus, et que lui, il a toutes les chansons en tête, il va en profiter. Et voilà. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant de se poser la question philosophique de est-ce que c'est du vol, de reprendre les chansons des Beatles, de spolier John Lennon ou Paul McCartney, mais qui n'existent pas dans ce monde-là. Est-ce que c'est du vol artistique ? Et voilà, il y a toute la construction, il est tout mignon l'acteur. Et bien sûr, il y a une histoire d'amour, hein. Il faut toujours qu'il faut une histoire d'amour. Mais bon, ça fonctionne bien, c'est assez charmant. C'est assez charmant, et j'ai trouvé, alors ce ne sera pas le plus grand film de Danny Boyle, mais j'ai passé un bon moment, puis on entend les Beatles tout le temps, et ça, franchement, ça fonctionne bien. Et j'ai aussi vu un film qui m'a vraiment fait cogiter, c'est La méthode Williams. En VO, c'est King Richard, du nom du père des sœurs Williams, Richard Williams. Alors je trouve que le titre anglais King Richard est absolument intéressant, outre bien sûr l'évident rapport avec Shakespeare. C'est surtout qu'effectivement ce paternel, il est un peu spécial, et on voit la construction, c'est vraiment de ça qu'il s'agit, la construction des sœurs Williams, qui vont devenir les deux des plus grandes joueuses de tennis que le monde ait jamais connues. Et c'est hyper intéressant.
Alors au début, franchement, moi, honnêtement, j'adhère pas aux parents ultra qui poussent leurs enfants, qui construisent leur avenir. Il le dit, hein. Mes filles, elles étaient à peine nées, leur avenir était tout tracé. Il avait un plan et il a exécuté son plan à la lettre. Pour moi, c'est hyper effrayant. Ça veut dire que il n'y a aucun libre arbitre pour ces enfants-là. Et il y a de nombreux parents qui ont fait ça, notamment dans le sport, on le sait, et je trouve que c'est insupportable en fait. Ça veut dire que vous ne laissez aux gens aucune chance de grandir selon ce qu'ils sont vraiment. Et souvent, si vous n'êtes pas en capacité de répondre à la demande du parent, de rentrer dans ce moule, ça fait des drames, et je trouve ça assez ignoble. C'est vraiment quelque chose qui me rebute et qui me pose question. Et là où ça m'a perturbée, c'est que parfois ça marche quand les enfants, en fait, quand il y a une espèce d'alchimie qui fait que les enfants étaient prêts pour rentrer dans ce chemin-là. Le chemin imaginé avec le père correspondait au chemin que veulent les enfants. Ça ne doit pas arriver très souvent, hein, on ne va pas se mentir, mais là, ça s'est passé comme ça. Et c'est incroyable. C'est incroyable de voir cette construction, c'est incroyable de voir cette volonté du père, de voir le positionnement de la mère et de voir le positionnement des deux sœurs. Que ce soit Serena ou Vénus, voilà. Alors moi, j'ai découvert plein de choses, que par exemple, que Vénus a été la première à être vraiment beaucoup entraînée, que Serena était un peu laissée pour compte. J'ai découvert plein de trucs vraiment... alors, elles sont hyper attachantes. Hein. Oh, ces deux joueuses de tennis, elles sont hyper attachantes, elles sont battantes, elles sont volontaires, c'est des déesses sur le court. Il y en a une qui s'appelle Vénus, ça s'invente pas. Alors, du coup, à la fin, le film m'a énormément plu. C'est Will Smith qui fait le père. Et pourtant, mon postulat de base était plutôt négatif. Hein. Moi, j'adhère pas du tout au principe. Et ça m'a vachement plu de suivre ce film. Ce père, il est vraiment étrange, il est vraiment étonnant. Mais il n'y a pas de malveillance. En fait, il n'est pas là pour leur faire du mal, comme on a pu voir avec certains pères abusifs qui poussaient à fond leurs enfants. En même temps, il est hyper respectueux d'elle, et puis il a une volonté de dingue. Il veut qu'elle continue à aller à l'école. Il veut il veut pas sacrifier toute leur vie. Il veut qu'elles aient une instruction. Donc les gamines, elles parlent 4 langues, elles sont hyper bonnes à l'école, c'est des championnes de dingue, et il en fait des espèces de badass women. C'est improbable. Et ce qui est surtout improbable, c'est que ça prenne déjà, et que ça prenne sur les deux, et qu'il en fasse des filles qui sont incroyables. Et à la fin, ils expliquent qu'il y en a une donc ils égrènent tous les titres de championne, et que l'autre est la plus grande joueuse que le monde du tennis n'ait jamais connue. C'est la deuxième, c'est Serena, celle qui était un peu à la traîne. Et c'est beau ce passage quand elle est à la traîne à sa sœur, et son père lui dit: oui, ta sœur, t'as vu, c'est une championne, elle va battre tout le monde. Pardon, j'ai me donné larmes aux yeux, je suis con, mais ça m'a hyper touchée. Et il lui dit: ouais, mais toi, tu seras considérée comme la plus grande joueuse du monde. Oh, la gamine, elle a 12 ans, quoi. Oh. Et du coup, je suis perturbée. Je suis perturbée en me disant, est-ce que c'est un mode éducatif? Certainement pas. Mais quand ça marche bien. Donc voilà, je vous conseille de regarder La méthode Williams. Et si vous l'avez vue, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a perturbé comme moi? Est-ce que ça vous a plu? Je veux bien vos avis. Alors sinon, dans le genre qui pour le coup n'a pas été une réussite, je suis allée au cinéma l'autre soir avec mes copines et nous sommes allés voir Par le bout du nez avec Antoine Duléry et François Berléand. C'est une pièce de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. C'est ceux qui avaient fait Le Prénom. Et en fait, moi, Le Prénom, j'ai mis très longtemps à regarder le film. Alors, j'ai pas vu la pièce et j'ai mis très longtemps à regarder le film parce que je suis pas très comédie française. Et puis, j'ai un petit problème avec Patrick Bruel qui m'insupporte beaucoup. Et en fait, quand je l'ai regardé, j'ai adoré. J'ai ri. J'ai trouvé que c'était assez brillant, que ça posait un vrai questionnement sociétal. Et il y avait plein de répliques, de trucs que j'ai trouvé génial. Le personnage du meilleur ami là qui porte des pantalons orange là, qui est parfait. La mère, pas la mère, l'épouse de... j'ai oublié le nom de cette actrice qui est décédée. Enfin bref, il y avait des réparties qui étaient vraiment riches, vraiment intéressantes. Et puis c'était vraiment très drôle. Et moi, pas forcément toujours sensible à l'humour français, nana. Chez moi, là, ça avait fait un carton. Donc là, nouvelle pièce de ce duo-là. Je me dis, super, ça passe vers chez moi, nickel, on va y aller.
Ah là là, j'ai trouvé ça pas bon. Ça m'a pas du tout plu. Alors les deux acteurs sont très bien. François Berléand est très très bien. Duléry, voilà, ça allait. Bon, voilà. C'est l'histoire d'un président de la République qui vient d'être élu et qui doit faire son discours de remerciement et qui ne peut pas le faire parce que dès qu'il commence son discours, il a son nez qui le gratte et il devient dingue et voilà. Donc du coup, s'il fait son discours, il va se ridiculiser. Et donc il demande à un psy de venir pour, en quelques heures, lui régler son problème. Et c'est Berléand qui fait le psy. Eh ben j'ai trouvé ça pas bon. Mais alors vraiment, j'ai pas ri. D'abord, c'était, alors, mais vraiment, 1h15, 1h20 de pièce, je n'ai pas ri. J'ai souri par moments, parce que par moments, il y a des petites phrases, bon voilà, vous souriez. J'ai trouvé que c'était téléphoné, il y avait des gags, j'étais là, non mais, bah non, je pouvais l'écrire celui-là. À un moment donné, il y avait un truc, il a dit, les gens se lèvent quand je rentre dans une pièce. Et je me suis dit, il ne faut pas nous faire un gag d'Annette. Bingo! 3 phrases plus tard, ah, comme d'Annette. J'étais là, oh bah non. C'était comme ça. Et alors à la fin, une vulgarité. Une demi-heure sur un truc qui n'apportait rien à la pièce, que je ne vais pas dire ici, bon, parce que voilà. Mais alors vraiment, c'est pas possible. Et on a discuté avec mes copines après en sortant et l'idée c'est qu'en fait c'est une pièce vieillotte. C'est une pièce qui est totalement contemporaine, qui est écrite récemment, mais qui sonnait vieillot. Et moi je vis dans une ville où il y a beaucoup de personnes âgées et il y avait énormément de personnes âgées dans la salle et en fait ça riait fort. Bon alors, il y a des gens, ils rient, les acteurs, ils ouvrent la bouche, ils n'ont même pas commencé leur phrase, ils sont déjà morts de rire. Mais vraiment, ils rient aux éclats. Des fois, tu as envie de dire, mais il n'a pas commencé à parler. Attends qu'il fasse un gag pour rire quand même. Donc ça, c'est incroyable. Et puis alors, le moindre gag, ils sont morts de rire. Donc vous aviez des grands éclats de rire. Et moi, j'étais là, waouh, d'accord. Et en discutant, je me suis dit, ben oui, mais moi, quand j'étais jeune, mes grands-parents, ils regardaient une certaine forme de théâtre, ils regardaient Jacqueline Maillan, etc. Et c'était le théâtre de l'époque, avec un humour de l'époque. Et j'ai trouvé que cet humour-là, il était daté, en fait. Il fonctionnait pas sur nous, on n'était pas le public. Il était daté, et du coup, il fonctionnait sur les publics de 70 piges, ça les faisait rire. Voilà. Donc, ça m'a posé une question, je me suis dit, mais alors... pourquoi écrire une pièce de théâtre qui va correspondre à qui n'est pas actuel, qui n'est pas contemporain. J'ai pas compris. J'ai pas compris l'intérêt de cette pièce. Et enfin, je suis passée à côté totalement. J'étais super déçue. Bon, alors j'ai prévu d'autres pièces cette année. Normalement, je prends moins de théâtre, je prends plus de musique et de danse. Et là, en musique, j'ai rien trouvé qui me plaisait dans la sélection qui était faite, dans la programmation. Et en danse, j'ai pris de la danse. Hein. L'autre jour, d'ailleurs, je suis allée voir un spectacle, je t'en avais parlé, qui était top. Mais du coup, je me suis dit, bon, bah, comme je ne prends pas de musique ni de chansons, je vais prendre plus de théâtre. Alors, j'espère que ça va être mieux. Hein. Bon, ratage. En parlant de films, je vais vous raconter une anecdote. Je vous la raconte parce qu'en fait, j'ai eu un échange avec Lucie de la chaîne Alors je lis. On échangeait à propos de mon vlog précédent dans lequel j'évoque ma fille qui se sentait différente et du coup pourquoi j'ai pris la télé, blablabla. Si vous savez pas de quoi je parle, regardez mon vlog de la semaine dernière. Pas du tout de la semaine dernière, à l'heure actuelle où vous allez voir ce vlog, ce sera genre d'il y a un mois. Bref, le vlog précédent. Et voilà, on échangeait sur le sujet et je lui dis mais c'est marrant parce qu'il y a une anecdote qui vient de se passer et les générations changent, mais changent vraiment. Et je trouve que les générations qui vont venir, elles changent encore plus que nous on a changé. On est déjà très différents de nos parents. On sentait déjà, il y a une vraie cassure, hein, nos parents et toute la génération des baby-boom. Je trouve que nous, moi, les quadras et plus jeunes que moi, on est vraiment très différents. Et là, nos enfants, ça va être bien, bien différent encore. Je vous explique. Mon fils, avec le cinéma, au collège au cinéma, sont allés voir Les Temps modernes de Chaplin. Parfait. Puis alors moi, pour moi, Chaplin, c'est intouchable. Hein. Ça fonctionne hyper bien, c'est drôle. Voilà, enfin, pas de souci. Donc, et je me souviens d'avoir vu plein de Chaplin. Alors, j'en ai pas vu depuis très longtemps. Mais pour moi,
ça fonctionnait, ça posait pas de soucis. Il n'y avait pas de problème dans les films de Chaplin. Et mon fils rentre le soir, je dis « Ah, c'est bon, c'est cool, t'as vu les temps modernes et tout ça. » Il me dit « Oui, mais alors, disons, maman, c'est quand même un film extrêmement problématique. » Je dis « Ah bon ?» Il me dit « Bah, alors, dans le film, maman, ils rencontrent une jeune fille, ils s'installent ensemble au bout de 2 jours. 2 jours. C'est quand même court pour s'installer ensemble, hein. » Je dis « Oui, effectivement, ça fait court. » Bon, je dis « Ok, mais ça n'en fait pas un film problématique. » Il me dit « Ah, mais c'est pas tout. Est-ce que tu te rappelles dans le film, lui, il a au moins 35 ans. » Je dis « Oui, quelque chose comme ça. Mais la jeune fille, elle est mineure. » Je dis « Ah bon ? Aucun souvenir. » Il me dit « Oui, elle est recherchée par la brigade des mineurs. En fait, elle a genre 16 ans. Et elle s'installe avec lui. Il a 35 ans, maman. C'est pas possible. » Je dis « Ah ouais, d'accord. » Ah, je dis « Oui, effectivement, c'est... » Je dis « Oh, mais j'avais aucun souvenir de ça, my God !» Je dis « Oui, effectivement, ça ne fonctionne pas, c'est pas possible, un truc pareil. » Il me dit « Non, c'était très choquant. » Et il me dit « En plus, lui, il part travailler, évidemment. Il lui fait coucou, et puis elle reste à la maison à faire la popote. Franchement, je dis, oh. » Alors, outre le fait que j'étais hyper fière de mon fils, ça m'a quand même fait un petit souci. Et le soir, il faut savoir que mon fils n'a pas de chance, hein, je connais la moitié de ses profs, et notamment sa prof d'anglais qui est dans mon groupe de peinture du jeudi soir. Et justement, le jeudi, je dis à Esther, écoute, vous avez été au cinéma, machin, et mon fils, il a été un peu choqué. Et elle me dit, vas-y, dis-moi pourquoi, mais je pense que je sais. Donc je lui explique, elle me dit, mais figure-toi qu'ils sont plusieurs, mais nombreux, à être venus la voir, ou d'autres profs, en me disant que ça les avait vraiment gênés. Des filles, des garçons. Donc, la mère que je suis doit reconnaître que mon fils n'est pas tout seul à savoir lire un film et à voir quand c'est problématique. Mais les autres aussi l'ont vu et plusieurs étaient choqués et ont fait des retours en disant qu'ils n'avaient pas du tout adhéré. Et ouais, et franchement moi à mon époque, et vous me direz vous me regardez, je ne sais pas quel âge vous avez, mais il y a peut-être plus vieux, il y a peut-être plus jeune aussi, peut-être à 30 ans, etc. Si vous avez vu ce film dans votre jeunesse, est-ce que vous avez été choqué ? Et moi, je n'ai aucun souvenir d'avoir été choquée. Ce qui veut dire que, à mon âge, à mon époque, ça passait tout seul. Mais de tout le monde. Il n'y a jamais personne qui a dit « Peut-être, madame, ça passe pas trop. » Personne. Et là, pas tous, hein, mais quand même un certain nombre ont dit « Non, mais ça, c'est pas possible. » Alors, je me dis que la génération qui vient... Alors, pour info, mon fils a 14 ans. Il aura 15 ans en janvier. Il est en 3e. Pour vous donner un ordre d'idée, la génération qui vient, elle va être percutante. Et je trouve ça hyper intéressant parce que je trouve qu'il y avait déjà une génération, les 20-30 ans. Moi, j'en suis beaucoup de filles qui ont entre 20 et 30 ans et je les trouve géniales. Il y a un féminisme vraiment de fou qui analyse une société de façon vraiment intéressante. Et je me dis que la génération d'après, elle va être terrible. Et je suis trop contente. Parce qu'il est temps de temps en temps de le dire parce que quand ça va pas, ça va pas. Voilà pour les films. Alors, en série télé, j'ai enfin regardé Reacher, que je n'avais pas encore regardé. Je ne sais pas pourquoi, je l'avais mis de côté en me disant je le regarderai un jour, puis je ne l'ai jamais fait. Et là, il me fallait toujours ma série du matin, ma série du petit-déj. Et je suis toujours à la recherche de la série qui ne va pas être compliquée à regarder. Voilà, c'est vraiment, vous savez, ma série du petit-déj, il ne faut pas que ce soit trop contraignant. Je me suis dit, bon, Reacher, ça doit être parfait. J'avais déjà vu les films avec Tom Cruise, les deux, et j'avais beaucoup aimé. Donc me voilà partie à regarder Reacher, en sachant que je n'ai jamais lu Lee Child, que je n'ai jamais lu les livres, mais qu'à la fin de la série, je me suis dit quand même, un de ces 4, je vais en lire un. Parce que ça me plaît beaucoup en fait. Et cette série m'a beaucoup plu. Je l'ai trouvée dynamique. Alors, on est d'accord, hein, on ne va pas être sur de la série d'analyse, de sociologie, de machin, pas du tout. On est là sur de la série de petit-déj, hein, pendant que vous mangez vos tartines. Mais, à partir de ce postulat de base, ça fonctionne hyper bien. Alors, l'acteur. Est-ce qu'on parle de l'acteur ? Franchement, quand je l'ai vu arriver, qu'il a commencé à jouer, que j'ai vu le début, je me suis dit, mais il existe vraiment ? On a l'impression qu'il a été designé pour ce type de rôle. Vous savez, si on design le mec, alors comment on va le faire ? Il faut qu'il soit grand, au moins 1m90. Donc on fait une espèce d'armoire. Il faut que ce soit une armoire à glace, hein, à la Schwarzenegger. Donc, tac, on le design. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut ? Blond, les yeux bleus. Ok, blond, les yeux bleus. Avec des gros sourcils saillants. Ok, avec une mâchoire carrée. Ok, avec...
Et je le regardais, je me disais, c'est pas possible, ils l'ont dessiné en 3D. Ce mec-là, il n'existe pas vraiment, c'est une blague. Donc je sais pas où ils sont allés le pêcher, mais alors il est quand même incroyable. Derrière ce physique qui n'est pas forcément ma came, au fil du temps, on oublie ce physique improbable de grosse baraque. Et il est hyper attachant dans son côté un peu atypique, parce qu'il est un peu atypique, et très différent du physique de Tom Cruise. Et franchement, j'ai bien aimé. L'action est top, l'enquête est sympa, voilà, les acteurs sont bien. Écoutez, franchement, un bon moment, de l'action, voilà, ça dépote, ça part dans tous les sens, ça zigouille tout le temps. Après, il y a beaucoup de violence, mais c'est pas de la violence. Alors si, c'est un peu choquant. Si, il y a 2-3 scènes. Ouais, non, si, quand même. Mais vous savez, c'est comme chez Tarantino, c'est des films très violents, mais il y a tellement de sauce qui part. Vous voyez vraiment que c'est de la sauce tomate. En fait, au bout d'un moment, du coup, ça n'est plus choquant, ça n'est plus perturbant. Et là, j'ai vraiment ressorti ça. J'étais pas du tout choquée, j'étais assez, voilà. Voilà. Donc, série très sympa, Reacher. J'ai ensuite regardé une série, alors je suis en train de chercher le titre, parce que je ne le retiens pas le titre. C'est La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre. Voilà, j'ai un petit peu de mal à retenir ce titre. Alors, déjà, il y a Kristen Bell dans cette série, et moi j'adore Kristen Bell. Donc voilà, toujours un bonheur de la retrouver. J'ai mis longtemps à regarder cette série parce que je l'avais déjà vue passer, mais les critiques n'étaient pas toujours très bonnes et les gens disaient qu'ils avaient été perturbés, que c'était très bizarre, pas très regardable. Il y en a même qui l'ont pas fini. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faut quand même que je regarde, il faut quand même que j'aille voir pourquoi Kristen Bell tourne cette série. Voilà. Donc je me jette là-dedans. C'est une mini-série, les épisodes sont courts, ils font 30 minutes. Et c'est une série policière. Et j'ai compris pourquoi les gens trouvaient ça perturbant. Parce que vous êtes dans une série policière qui est d'apparence normale, mais où il y a plein de choses qui ne vont pas. Donc vous avez, c'est pas un truc burlesque, c'est pas un truc exagéré, c'est juste une enquête policière. Enfin, c'est pas une enquête policière, en quelque sorte. Vous suivez une femme dont la fille est décédée, le mari se sont séparés, elle est toute seule dans sa maison, et elle est alcoolique, et elle est malheureuse, et voilà. Et en face, la maison d'en face, un type vient s'installer avec sa fille, et il se passe des choses. Voilà. Façon fenêtre sur cour d'Hitchcock. Et j'ai trouvé ça très intéressant de voir comment, de façon très subtile, ou un peu moins subtile, mais jamais appuyée, on glisse des trucs qui sont bizarres. Alors, je ne vais pas vous donner d'exemple parce que si vous voulez voir la série, je ne veux pas vous la déflorer. Mais vous savez, c'est toujours ce pas de côté où vous dites, mais ça n'a pas de sens. Et ça reprend le chemin. Et vous dites, oh, c'est bizarre ça. Alors, au début, c'est fait, bon. Et puis au bout d'un moment, vous prenez le rythme et vous savez que vous allez avoir dans chaque épisode du bizarre. C'est pas du bizarre, c'est du pas logique. Voilà. C'est pas du bizarre genre les extraterrestres, machin. Non, c'est pas X-Files. C'est du pas logique. Vous dites, personne fait ça. Et ça continue. Ou alors, mais qui dit ça? Attendez, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et vous continuez le truc policier. Et jusqu'à la fin, c'est hyper perturbant. Bon, l'épisode final, il est quand même puissant. Voilà. Alors, vous dire que j'ai aimé, je ne sais pas. Vous dire que j'ai trouvé ça hyper original et très conceptuel, tout à fait. J'aime toujours autant Kristen Bell, elle est belle, elle est vraiment extraordinaire. Voilà. Petite série étonnante à voir. Et enfin, je viens de regarder une série que j'ai trouvée topissime. C'est Les Papillons Noirs. Alors, on en a beaucoup parlé, je ne l'avais pas encore regardé. J'ai trouvé ça, je l'ai littéralement bouffé, je l'ai dézingué en 3 soirs, mais dézingué. J'ai adoré cette série. Il y a une construction narrative qui est d'une richesse, mais d'une richesse. Chaque élément est enchâssé dans l'autre avec pour le coup, beaucoup de logique. Et c'est incroyable. Les acteurs sont top. Duvauchel est top. Nils Harelstrup est top. Tous les autres sont vachement bien.
une série qui est extrêmement perturbante, mais vraiment extrêmement perturbante psychologiquement et extrêmement violente. Mais vraiment. L'épisode final, my God, mais vraiment extrêmement violent. Donc, voilà, je préfère prévenir, il y a des scènes qui sont très choquantes et très violentes. Et il y a beaucoup, enfin voilà, c'est compliqué à regarder. En plus, il y a beaucoup de violence psychologique. Bon voilà, c'est pas, je préfère me prévenir, hein, parce que moi on m'a pas prévenu, on m'a dit oh c'est génial, tu vas voir. Faut quand même dire que quand même c'est voilà. Mais à part ça, qu'est-ce que c'est brillant. Je reviens sur le mode narratif, mais ce qui m'a le plus séduit, c'est vraiment la façon dont c'est construit et dont on avance pas à pas et on découvre les choses et comme on se fait un peu mener par le bout du nez, pour en revenir à notre pièce de théâtre de tout à l'heure, mais vraiment, nous spectateurs, on est pris comme ça, et tchac, 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 on va là, on va là, on va là, on est avec les uns, les autres, on est... Voilà. Alors c'est l'histoire d'un écrivain. D'un écrivain. Il a écrit un livre, un type qui a écrit un livre. C'est un type un peu paumé. Son père est mort. Il a grandi avec sa mère. Et il a fait de la prison parce qu'il s'est battu. Je sais pas s'il a tué le mec ou enfin bon bref, il s'est retrouvé en tôle pendant 6 mois. Mais voilà. Et on le retrouve au début du truc. Il est marié. Non, il n'est pas marié. Il a une compagne. Il a juste une compagne. Et il a écrit un roman qui a été un succès intersidéral, aussi bien public que critique. Et malheureusement, il est en panne sèche et il n'arrive pas à écrire un deuxième roman. Et il n'arrête pas de dire que c'est un coup de bol. Et pour gagner sa vie, il écrit des histoires de vie. C'est-à-dire qu'il va voir des gens qui ont envie de raconter leur vie, mais qui ne savent pas écrire. Et il écrit pour eux. Et donc au début, il va chez Nils Harelstrup, qui le paye pour raconter son histoire. Et donc on va suivre en même temps Duvauchel qui va avec Harelstrup qui se raconte voilà leurs histoires, etc. Et on va avoir sous les yeux en parallèle l'histoire que raconte Harelstrup et qu'écrit Duvauchel. Et à partir de là, les amis, ils font un truc les gars. Franchement, bravo. Enfin moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc je vous en dis pas plus, mais pour les fans de polar, les fans de trucs un peu noirs, les fans de trucs qui vous happent et qui vous lâchent plus, vraiment regardez Les Papillons Noirs. Et enfin pour finir, parce que ce bout de vlog est beaucoup trop long, l'autre jour j'avais parlé des lectures de mon fils et j'ai eu plein de retours de votre part, j'ai eu plein d'échanges avec les gens qui étaient intéressés aussi par la lecture de mon fils. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous parler du dernier coup de cœur de ma fille. Parce que peut-être parmi vous, il y en a qui ont des petites filles de 10 ans. Je dis petites filles parce que ce livre, je suis désolée de genrer, mais moi je travaille en médiathèque et je vois bien qu'il y a des livres qui plaisent plus aux filles et d'autres qui plaisent plus aux garçons. Heureusement, il y a des livres qui font l'unanimité, mais voilà. Et celui-ci, il plaît beaucoup aux filles, donc je vous en parle. Ça s'appelle Fanny Cloutier. Voilà. Ou l'année où j'ai failli rater ma vie. Et alors ma fille, mais alors elle adore ça. À l'intérieur, c'est ultra beau. Hein. À l'intérieur, c'est comme ça. Vous avez des dessins, vous avez des... C'est écrit, il y a beaucoup d'écriture, mais c'est tout coloré, tout joyeux. Hop. Et puis il y a des... Comment dire? Il y a des... Hop, je vais en trouver un. Voilà, vous avez aussi des petits trucs comme ça à ouvrir avec des rabats. Hop, voilà. C'est hyper joli. Alors, il y en a 3 tomes. Donc là, ça, c'est le tome 1 qu'elle a lu et que je vais lui ramener le tome 2. Et ça a été un gros coup de cœur. Ça l'amuse, ça la touche. Voilà. Donc, petit conseil de lecture pour enfants, je sais pas, pour quel âge? C'est un roman jeunesse. Je dirais que c'est à partir de 10 ans. Hein, quelque chose comme ça. L'autrice, c'est Stéphanie Lapointe. Illustration, Marianne Ferré. Franchement, Fanny Cloutier, très sympa, très original et très beau. Mais vraiment très très beau. Donc, idée cadeau de Noël. Bon, allez, j'arrête là pour ce bout de vlog. À plus tard. Ciao. Allez, je lance un nouveau bout de vlog. J'ai mis longtemps à revenir parce qu'en fait,
Je me suis lancée dans une lecture et ça a été un tel échec que ça m'a quasiment mis en panne de lecture. En fait, j'arrivais pas à revenir dedans, du coup j'ai ramé en le lisant, j'ai perdu du temps. Je pense que j'ai passé 2 semaines sur ce bouquin horrible. J'ai pas compté exactement, mais c'était horrible. Voilà, donc c'était Le Duel et je vous en parle en point lecture, mais franchement, gros échec. Mais alors vraiment un très gros échec, je suis hyper déçue. Du coup, je voulais une lecture plus légère. Je me suis dit que là, vu l'état dans lequel j'étais, il me fallait absolument une lecture légère. Et j'ai choisi Daisy Jones and the Six, en me disant que peut-être ça allait m'aider à passer le cap. D'autant que je sors d'une gastro. Ma fille a chopé la gastro et évidemment, je m'en suis occupée d'elle et j'ai dormi avec elle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je l'ai eu aussi. Donc, j'ai passé une nuit et un jour à vomir. C'est tellement sympa, cette maladie. On est tellement bien. Voilà, donc je dormais avec une bassine. C'était trop sympa. Voilà, des grands moments, des moments où tu te dis « Ah Puis au bout d'un moment, vous n'avez plus rien à vomir, donc ça vous fait des crampes tellement ça fait mal. Enfin, c'est horrible. Bref, ça me rappelle un truc. Un jour, j'avais une copine qui m'avait dit « Ah non, mais la gastro, c'est la pire maladie du monde, hein, franchement. » Je dis « Ouais, non, clairement, le virus Ebola à côté, c'est que dalle. » Elle me dit « Non, mais je dis oui, je comprends ce que tu veux dire. » Et oui, franchement, une gastro, c'est pas terrible. Voilà, donc du coup, je suis décalquée, déphasée et dégoûtée de la lecture. Donc là, je prends Daisy Jones and the Six et je croise les doigts parce que je peux plus, quoi. Par contre, j'ai passé un petit peu de temps devant la télé. Je suis aussi allée au cinéma, donc je vous en parle tout de suite. Alors d'abord, avant d'aller au cinéma, parce que va bientôt y avoir le nouvel Avatar, on a re-regardé Avatar 1, enfin le seul qui existe, pour se le remettre en tête, pour que mes enfants le revoient, parce qu'ils l'avaient vu il y a longtemps. Ma fille, elle est petite, elle n'avait plus trop de souvenirs. Et ça passe toujours aussi bien, c'est toujours aussi sympa, mes enfants adorent, mais par contre, qu'est-ce que c'est manichéen? C'est bien, hein, c'est plein de bonnes intentions, etc., mais c'est ultra manichéen. Et puis le problème que me pose ce genre de film, c'est qu'à chaque fois je me dis, donc en fait les Américains, ils savent qu'ils sont en train de détruire la planète, ils savent qu'ils sont des gros bouseux qui arrivent comme des blaireaux ou qu'ils aillent et qui zigouillent tout et tout le monde, qui polluent, qui martyrisent des populations. C'est exactement ce qu'ils décrivent dans Avatar. Donc ils savent qu'ils ont fait ça, ils savent qu'ils sont capables de ça. Ils le disent très clairement dans leurs films. Et au quotidien, bah, ça continue. Donc c'est assez, pour moi ça me laisse toujours perplexe de voir la capacité de se mettre en scène dans le rôle du méchant, de savoir à quel point on est à côté de la plaque, de le démontrer de façon très claire, par exemple sur cette planète, et de ne pas être capable de cette prise de conscience et de le mettre en application sur la planète Terre. Donc voilà, donc ça me laisse perplexe. Alors, bon, à part ça, évidemment, c'est un film qui fonctionne très bien. Mes enfants étaient ravis de le revoir. Donc on va aller voir au cinéma voir le 2. Et tout récemment, je suis allée voir le film She Said, qui passait en VO chez moi. Et j'étais contente d'aller le voir parce que j'avais lu le livre, je l'avais chroniqué dans une vidéo il y a il doit y avoir 2 ans. Non, pas 2 ans, parce que ça fait pas autant de temps que je fais des vidéos YouTube, mais pas loin, voilà, 1 an et demi. Et j'avais trouvé le bouquin hyper intéressant. Je pense que j'avais lu pour Barso Féminin. Et j'étais contente de voir l'adaptation en film. Alors le livre est écrit, attendez, parce que j'ai cherché, parce que je ne me rappelle jamais, leur prénom c'est Megan Twohey et Jodie Cantor. Voilà, et elles sont toutes les deux mises en scène dans ce film qui est parfaitement fidèle à l'ouvrage. Alors c'est Carey Mulligan qui fait Megan, et l'actrice par contre, je n'ai pas retenu son nom, c'est Zoé Kazan. Peut-être qu'on l'a déjà vu quelque part, mais je ne l'ai pas capté, qui fait Jodie Cantor. Alors effectivement, le film est très fidèle au livre. Le livre était d'écriture très journalistique, très cadré. On n'est pas là pour faire des fioritures, on est là pour apporter des informations, pour raconter. C'est vraiment du storytelling. Donc je raconte. Donc c'est un documentaire, c'est pas un roman. On va être sur une écriture un peu froide. Et le film a ce même aspect. On est là pour vous raconter une histoire, c'est une histoire vraie, c'est l'histoire de ces 2 journalistes qui, à partir de rien du tout, ont remonté le fil et ont réussi à trouver des femmes qui acceptaient de parler et de dénoncer Harvey Weinstein. Et elles ont été le début
de ce quelque chose qui a lancé ensuite le procès contre Harvey Weinstein et qui a libéré la parole des femmes. Je crois qu'en tout, il n'y a pas loin d'une centaine de femmes qui l'ont accusé d'agression, de viol, d'attouchement, enfin bon, c'est ignoble. Et ça a lancé en fait le hashtag MeToo. Et le film a cette même sobriété, c'est pas que c'est désincarné, mais c'est que c'est direct. On est là pour vous raconter un truc et on vous le raconte et on vous le raconte bien. En fait, ce mode de narration, c'est hyper réaliste. Vous avez l'impression d'être avec ces femmes, ces deux journalistes, avec leur vie. Il y en a une qui a 2 enfants, un mari qui doit jongler avec tout ça. L'autre qui, on voit tout à fait au début du film, est enceinte. On la voit accoucher et elle a un tout petit bébé au moment où démarre son enquête, en fait. Et en plus, elle se tape un postpartum. Donc, elle n'est pas au mieux de sa forme. Donc, vous avez tout ça qui se mélange, ce qui rend le truc extrêmement réaliste et plutôt vraiment touchant. Puis moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est que donc ce journaliste d'investigation, comme ça s'appelle, qui est encore aujourd'hui des journaux capables de payer quelqu'un, en l'occurrence 2 femmes, pendant 2 ans, pour écrire un article. 2 ans pour écrire un article. Je trouve ça extraordinaire, je trouve ça génial. Ça veut dire qu'on leur fait confiance. Alors, on voit très bien comment c'est construit. Elles remontent les informations. On se dit, on va à leur chef, puis le chef au-dessus. Il y a tout un tas de systèmes, c'est extrêmement rigoureux. On leur dit, ok, vous allez dans cette direction, vous allez creuser là, continuez de creuser. Et elles creusent, et elles avancent, et elles avancent. Et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant aussi de voir que chez eux, tout est très codifié. Par exemple, avant de publier un article à charge, ils doivent absolument avoir le retour de la personne qui va être chargée, en l'occurrence Weinstein. Donc, ils cherchent à avoir un retour des avocats, etc. Donc, il y a tout ce jeu politique. Moi, je trouve ça passionnant. Et le film est, à mon sens, hyper intéressant. Sinon, en termes de série, je pense que tout le monde l'a vu, mais je vous dis quand même, j'ai regardé Désordre de Florence Foresti parce que j'aime beaucoup Florence Foresti et elle me fait hurler de rire et ça n'a pas manqué. J'ai regardé cette série qui est pleine de défauts. Vraiment, plusieurs fois, je me suis fait la réflexion en me disant, bon, c'est pas très original, il y a quand même des choses, voilà, mais sur moi, ça fonctionne. Je riais, mais je riais vraiment beaucoup. Elle me fait rire, voilà, elle me fait rire. Et elle est là avec sa névrose, avec sa dépression, et avec son humour, et avec son argent, et avec tout ce truc-là qu'elle déballe, parce qu'évidemment, elle raconte, c'est sa vie fictionnelle, mais c'est un peu sa vie aussi. Et elle fait ça tellement bien. Et si je compare par rapport à la série de Blanche Gardin, qui m'avait laissé un peu sur le bord de la route, parce qu'elle allait trop loin en termes d'humour, et que ça ne me correspondait pas, c'était trop barré. Là, je plonge dedans tout de suite. Hein. Je peux même pas vous dire que j'ai trouvé ça génial, c'est pas vrai. Mais juste, ça me correspond, ça me parle, et j'y vais les 2 pieds dans le plat. Et j'ai beaucoup ri. Donc, franchement, 8 épisodes de 25 ou 30 minutes, je l'ai, binge-watché en quelques heures, et je vous conseille vivement de le regarder si vous ne l'avez pas fait, parce que quand même, ça vaut le coup. Et pareil, dans le genre série humoristique courte, avec des épisodes courts, j'ai regardé Uncoupled, Découplé Bref, cette série-là. Et j'aime beaucoup l'acteur. Voilà, c'est celui qui jouait dans How I Met Your Mother, Patrick Neil Harris. Et voilà, j'étais très attirée pour le voir en train de tourner une série dans laquelle il serait homosexuel, puisque c'est sa vie. Et voilà, il se met en scène et... Alors, c'est totalement fictionnel, hein, là, bien évidemment. Et ça débute sur... il est en couple depuis 17 ans, il est très heureux, etc. Et son mec lui annonce qu'il le quitte. Donc, voilà, le truc qui vous tombe dessus, il n'y a pas eu les signaux, il n'y a rien eu. Donc, ça le met très mal. Et vous avez quelques épisodes où, voilà. Je peux pas dire que j'ai trouvé ça génial. Je peux pas dire que je trouvais ça mauvais non plus, mais... Alors, c'est une série de Darren Star. Voilà. Donc, quand on a dit ça, on l'a dit. Ça va être pétri de clichés, pétri de bons sentiments, pétri d'un humour vraiment... Moi, j'avais l'impression de voir Sex and the City avec des homos, quoi. C'était... Voilà. Sauf que Sex and the City, c'est il y a 20 ans. Et que là, maintenant, on attend autre chose. Pour autant, je l'ai regardé avec plaisir. Si vous avez envie de passer un bon moment, pas prise de tête, et que vous aimez bien cet acteur, pourquoi pas.
c'est gentil. Et puis, pour ma série du matin, ces derniers temps, j'ai regardé Dead Wind, qui est une série, je ne sais pas du tout de quel pays, je vérifie, qui est donc une série finlandaise. Alors moi, les pays du Nord, j'ai tendance à les confondre. Et donc voilà, donc c'est très, très, très polar nordique. On est vraiment dans cet esprit-là. Alors si vous aimez tout ce qui est polar nordique et que vous avez envie de vous faire une petite série pas prise de tête, c'est ce qu'il vous faut. L'héroïne, la flic, elle ressemble un peu à l'héroïne de... C'était Bronn, je crois, c'était dans Bronn. Il y a eu une série nordique dans laquelle la flic était toujours un peu borderline, un peu pas vraiment adaptée au système, mais super flic, mais vraiment super flic. Et d'ailleurs, si vous n'avez jamais regardé Bronn, regardez-le, c'est incroyable. Ça a été adapté, Le Tunnel en français, mais franchement, non, il faut regarder l'original, qui est vraiment top. Et voilà, donc on est là-dedans, sur une nana qui a des problèmes familiaux, donc le tout début, on apprend qu'en fait, elle est veuve, son mec est mort, elle se retrouve avec ses 2 gosses sur les bras, et elle réintègre la police, et voilà, elle est pas très bien, et il y a le meurtre d'une femme. Il y a tout un enjeu derrière, il y a un enjeu politique, il y a un enjeu écologique, il y a un enjeu économique, il y a cette enquête, il y a tous ces rapports humains. C'est typiquement un polar nordique. Donc voilà. Moi après j'ai trouvé que c'était un peu alambiqué, mais ça ressemblait vraiment au polar nordique, avec pas mal de choses qui arrivent par tous les côtés. On va tout rabouter, hein. Mais c'est... Voilà. J'ai trouvé que ça avait des défauts, notamment d'invraisemblance par moment. Mais franchement, voilà, ça se laisse regarder, on passe un bon moment. Alors j'ai regardé que la saison 1 pour l'instant, franchement je regarderai la 2 et la 3 parce que c'est vachement sympa. Là elle se retrouve affublée d'un collègue enquêteur mec, voilà, et c'est... Alors je sais pas si dans les suivantes il est toujours là, mais bon, en tout cas elle, je sais que c'est l'héroïne. Et puis ça m'a fait aussi me poser des questions sur moi-même, parce que j'ai eu un petit moment de solitude en regardant cette série. Si vous la regardez, vous allez voir qu'elle a 2 enfants, une très grande fille. Et donc je vous explique pas le contexte, on s'en fout. Et au début de la série, moi je vois une petite fille de 6, 7 ans, 8 ans, ouais, quelque chose comme ça. Et donc cette petite fille, la mère a des cheveux, voilà, finlandaise, elle a les cheveux blonds qui arrivent là, à peu près, vous voyez, je vous montre ici. Un peu toujours mal coiffée, un peu ondulée, voilà. Et la fille est pareille. Elle a des cheveux très 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 longs qui arrivent là, vraiment quasiment au milieu du dos, et avec tout flottant comme la mer. Et j'ai cru pendant au moins 2 épisodes que c'était une fille. Je me suis même dit, grosse gogole, la petite fille s'appelle Émile. Je me suis dit, ah c'est marrant, en finlandais Émile c'est pour les filles. Non, Émile c'est pour les garçons. Et en fait c'était un garçon. Et je me suis dit, purée, je me suis vachement laissée avoir par l'apparence, par les cheveux. Et c'est vrai que sur un enfant, en plus, comme il n'y a pas la voix qui aide, je me suis fait couillonner en beauté. Et moi qui râle tout le temps, parce que mon fils a les cheveux longs. Alors, il n'a pas les cheveux longs comme ça, il a les cheveux longs aux épaules, mais il a les cheveux longs. Souvent, on lui dit bonjour mademoiselle. Et je fais, moi quand même, c'est un garçon, ça se voit. Et en fait, là, je me suis dit, ah bon. Donc, il y a encore du travail, hein. Je veux dire, même dans nos têtes à nous, en tout cas dans la mienne, je pense qu'on peut largement progresser. Et là, je me suis fait avoir en beauté. Donc, elle est maman d'une fille et d'un garçon. Voilà, si vous le regardez, vous penserez à moi et vous me direz ce que vous pensez de la coupe de cheveux. Voilà. Voilà pour les séries télé. Et sinon, je voulais quand même revenir parce que il y a quelques temps, je vous avais posté une vidéo sur les 100 livres préférés des Français. Donc, les Français avaient voté. Donc, je vous ai fait une vidéo où on les passait tous en revue, les 100 livres. Et là, on est à 25 livres. Donc, j'ai imprimé la sélection des 25 livres. Alors, je ne sais pas comment ils sont arrivés à cette sélection. Je pense qu'ils ont remis les 100 livres en jeu. Et que cette fois-ci, parce qu'à l'origine, c'était totalement ouvert, on indiquait le livre qu'on voulait. Ils avaient retenu les 100 qui avaient le plus de suffrages. Et là, je pense qu'ils ont remis les 100 bouquins sélectionnés en obligeant les gens à voter pour un de ceux-là. Et ils ont donc sélectionné, donc ils ont pris les 25 qui avaient le plus de votes. Et alors apparemment, chaque livre avait un ambassadeur. Hein, il y avait Camille Lelouch, Ibrahim Malouf, Jonathan Lambert, Pascal Elbé, Salomé Lelouch, Gilbert Montagnier, Vincent Delerme, Maurice Barthélémy, Gérard Lanvin, Juliette Binoche, André Manoukian, Alexis Michalik,
Cyprien, Joe Star. Enfin, vous voyez, ça part un peu dans tous les sens, dans tous les milieux, etc. Donc, les livres étaient représentés par quelqu'un qui défendait le livre. Et donc, on en a tiré une liste de 25. Donc, je vais vous la lire très rapidement. On ne va pas revenir dessus comme l'autre fois, mais pour faire la suite et pour vous dire qu'une fois encore, la sélection est extrêmement disparate, extrêmement étonnante. Donc, on y va. Donc, 1984 de George Orwell, Au bonheur des dames d'Émile Zola, Berserk, donc un manga, Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Donc, évidemment, comment comparer un Zola, un manga comme Berserk et Changer l'eau des fleurs? Enfin, je veux dire, c'est pas la même chose. Bref, Cyrano de Bergerac, Dragon Ball, donc nouveau manga, Harry Potter, évidemment, Hunger Games, Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi, Kilomètre zéro de Maud Ankawa, donc je vous l'avais dit, celui-là je ne le connais pas. Donc dans les 25 livres préférés des Français, il y a quand même un livre que je ne connais pas. Ça me... Il y en a peut-être d'autres, je ne l'ai pas lu avant de vous la présenter. L'Attaque des Titans, donc manga, L'écume des jours, L'étranger, là tout ça, L'affaire Harry Kébert, ça me laisse sans voix, quoi, ce livre. Bon, bref. Le comte de Monte Cristo. Non mais, l'affaire sur Harry Kébert fait du hasard de l'ordre alphabétique, et quand même, entre L'étranger, qui pour moi est un chef-d'œuvre absolu, et Le Comte de Monte Cristo, qui pour moi est un chef-d'œuvre absolu. Le parfum de Patrick Suskind, Le Petit Prince, Le Seigneur des Anneaux, Les gens heureux lisent et boivent du café. Là, c'est pareil, c'est un truc qui me laisse perplexe. Léo de Hurlevent. Il n'y a plus de Jane Eyre? Ah putain, il n'y a plus de Jane Eyre. Il n'y a plus de Jane Eyre. Je viens de voir la fin de la liste. Les Misérables, Les Piliers de la Terre, One Piece, quand même beaucoup de mangas, Orgueil et Préjugés, et Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acasta. Et il n'y a plus de Jane Eyre. Voilà, donc ça me laisse toujours aussi perplexe. Je sais pas, pour moi c'est comme comparer des fruits et des légumes. Ok, enfin vous pouvez aimer et les bananes et les pommes, mais en même temps vous savez que c'est pas du tout la même chose. Il y a un fruit qui est de chez nous, l'autre qui est totalement exotique. Enfin, je sais pas. Ça me laisse perplexe. Je trouve que le mot livre est très compliqué et voilà. Bon, écoutez, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je reviendrai sans doute plus tard pour vous dire notamment où j'en suis de mes lectures, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de mes lectures, pour la bonne et simple raison que je suis en PLS niveau lecture. Voilà, j'espère que Daisy Jones va me plaire, je croise les doigts. En attendant, bisous et à plus tard. Ciao. Bonjour, alors non je dis pas bonjour parce que pour vous ça s'est enchaîné. Je viens clôturer le vlog avec mes dernières lectures et les dernières choses que j'ai vues au cinéma ou à la télé. Alors tout de suite, les lectures ça a été une catastrophe parce que j'ai ramé énormément sur le duel d'Ingrid Hazen et je pense que j'ai mis 15 jours à le lire et du coup j'ai perdu du temps dans mes lectures, ça a été la cata. Heureusement, j'ai attaqué ma LC avec Mathilde du Faucon littéraire. On est en train de lire Daisy Jones and the Six. Et en fait, c'était pile poil ce qu'il me fallait. C'est hyper efficace. C'est un vrai page turner, ça se lit tout seul. Je vous en parlerai plus en point lecture, mais franchement, c'est la lecture idéale quand vous êtes un peu... Voilà, vous avez envie de facilité. Et en même temps, c'est vachement bien fait. Donc, super bonne lecture que je suis en train de faire. J'ai quasiment terminé. Et derrière, je vais retenter une lecture islandaise. Je vais tenter l'embellie. Voilà, je croise les doigts pour que ça fonctionne mieux que le duel qui a été une vraie catastrophe. Voilà pour les lectures. Dans les séries, je continue de regarder Deadwind. Donc j'ai vu la saison 2 et j'ai attaqué la saison 3 qui sera la dernière. Même critique que précédemment sur la saison 1. Ce que je trouve bien quand même, c'est qu'il y a des réponses de la saison 2 dans la saison 3, etc. Il y a une espèce de... Voilà. Le fil rouge est fort, notamment aussi dans dans la vie personnelle de la flic et de son collègue. Ils sont tous les deux là pendant les 3 saisons. Et on a vraiment pas mal d'éléments qui sous-tendent les enquêtes. Et ça fonctionne bien. À la polar nordique, voilà, très très bien. Sinon, on a repris The Crown, la nouvelle saison. Est-ce que j'aime toujours autant cette série ?
J'adore. En plus, là, on a eu des épisodes très, comment dire, très axés sur Diana, qui était hyper intéressant. Il y en a un qui m'a surpris, qui était axé sur un autre personnage totalement connexe. Mais voilà, ils arrivent de façon assez étonnante à ne pas se cantonner à l'histoire de la famille royale, mais vraiment à arriver par d'autres biais, d'autres... Et je trouve que c'est vraiment bien fait. C'est une série qui est excellentissime. Donc, on pourrait en parler pendant des heures. En plus, il y a une pléiade d'acteurs incroyable. Depuis le début de la série, je crois que j'ai vu défiler tous les grands acteurs anglais dedans. C'est impressionnant. Et là encore, voilà, vous avez... c'est extrêmement qualitatif. Je trouve que c'est une série qui est brillante. Voilà, donc j'aime beaucoup. Et puis, qu'est-ce qu'on a regardé aussi Andorre. On a regardé Andorre, qui ne se passe pas dans un petit pays au sud de la France, pas du tout. C'est le nom du personnage principal et c'est une série dérivée de l'univers Star Wars. Alors pour l'instant, on a juste commencé, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup. Mais bon, voilà, j'aime toujours bien regarder tout ce qui se passe dans cet univers. Dans un genre très différent, j'ai l'habitude de regarder des films avec mes enfants pour essayer de leur donner une base de culture cinématographique. Et c'est vrai que j'ai tendance à aller plutôt vers du classique ou du film, j'allais dire jusqu'aux années 90, voire plus loin, voire 2000. Mais c'est vrai qu'on n'est pas trop dans le contemporain, sauf quand on va au cinéma, et encore moins dans l'univers humoristique français. Et je me suis dit que quand même, là encore, si je voulais qu'ils aient les mêmes connaissances que leurs camarades de classe, il fallait absolument que je leur montre des films que tout le monde regarde. Donc, on s'est attaqué à quoi ? Comment elle s'appelle Philippe. Moi j'ai son nom. Attendez. Philippe Lachaud. Je n'avais jamais vu de film de Philippe Lachaud. Alors je viens de voir la liste, c'est assez impressionnant en fait du nombre de films qu'il a fait avec des titres voilà, que j'ai vu passer et qui sont... Donc je me suis dit, bon, il faut quand même qu'on regarde à un moment donné la même chose que nos enfants. Enfin, que nos enfants voient la même chose que leurs camarades, plutôt. Et donc, on a regardé ça. Je suis extrêmement partagée. Je suis partagée parce que d'un côté, c'était gras, vulgaire, parfois pas drôle. Il y a des moments où je suis restée un peu comme ça en me disant « Pardon ?» Et d'un autre côté, ça reste quand même parfois très drôle, parfois assez bien vu. Mes enfants ont beaucoup ri. Et voilà, je suis assez partagée, je ne savais pas quoi en penser. Alors, en plus, j'avais choisi celui-là parce que c'est une parodie de l'univers Marvel. Du moins, c'est ce que je croyais. En fait, c'est plus que ça, mais du coup, c'est ultra référencé Marvel. Et un peu DC aussi, d'ailleurs. Et donc voilà, et je me suis dit, il y a plein de gens qui ont dû voir le film. Typiquement, les gens qui aiment beaucoup les films français, qui ne regardent pas le cinéma américain, ils n'ont pas dû voir toutes les références qu'il y a. C'était un truc de dingue. Mais vraiment, il y a une foultitude de références à l'univers Marvel. Parce qu'à un moment donné, il y a un gros plan sur l'arrière d'une voiture et on voit que c'est une Logan. Et je me suis dit, ben oui, ben là, il y en a plein qui ont dû pas avoir la ref. Et du coup, je suis partagée. Ça m'a pas emballée, mais j'ai vu mes enfants rire aux éclats et c'était pas si mauvais. Donc peut-être que j'en essaierai un autre. S'il y en a que vous avez vu, que vous avez trouvé super bien, que vous avez trouvé au-dessus du lot, j'ai vu qu'il avait fait Nicky Larson, mais j'ai un doute. Il y en a d'autres, je sais, qui ont bien fonctionné, donc dites-moi s'il y en a qui valent le coup. Voilà. Sinon, j'ai regardé un film qui s'appelle Official Secrets. Peut-être, je ne sais pas quelle est la version française, peut-être Secret Défense. Je l'ai regardé parce que c'est avec Keira Knightley, que je l'aime beaucoup. Elle est vraiment... c'est vraiment une actrice que j'aime énormément, que je trouve très belle et que je trouve très bonne actrice évidemment, mais qui choisit bien ses rôles. Et là, j'ai trouvé qu'elle a choisi un rôle politique fort. Donc c'est un film qui est hyper intéressant. Excusez-moi, j'ai l'affiche en même temps parce que il y a un super casting avec elle. Et notamment, il y a Ralph Fiennes, il y a Rhys Ifans, que j'adore. Il y a Indira Varma, pour ceux qui la connaissent, elle a joué dans Game of Thrones. Et il y a un autre acteur que j'adore et dont je ne vois pas le nom ici et je l'ai paumé bien évidemment. Il est où ?
Ben, ils l'ont pas mis au... Bon, si ça me revient, je vous le dirai. Et je vais vous lire le pitch de base, parce que sinon je vais vous faire un truc merdique si je le fais toute seule. Donc on est en 2003, donc les faits sont basés sur une histoire vraie, et l'histoire vraie de Catherine Gunn. Alors, 2003, les États-Unis et l'Angleterre souhaitent intervenir en Irak. Catherine Gunn, employée des renseignements britanniques, reçoit une note de la NSA. Les États-Unis sollicitent l'aide de la Grande-Bretagne pour rassembler des informations compromettantes sur certains membres du Conseil de sécurité de l'ONU et les obliger à voter en faveur de l'invasion. Donc en gros, les Américains sont en train d'essayer de manipuler les Anglais pour obtenir la guerre, en tout cas obtenir une justification à aller faire la guerre en Irak. Gunn prend alors la décision de divulguer le mémo à la presse afin d'empêcher la guerre. En choisissant d'exposer cette vaste conspiration politique, la lanceuse d'alerte va tout risquer, sa famille, sa vie, sa liberté. Voilà, donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'étais passée à côté de ce truc. Et donc vous avez tout l'aspect politique, vous avez plein de choses dedans. Keira Knightley est absolument parfaite. Il n'y a rien d'autre, ils vous ont pas rajouté des fioritures, il n'y a pas une pseudo-histoire d'amour ou je sais pas quoi. Non, vraiment, c'est centré sur la politique. Et si vous aimez ce style de film, franchement, je vous le conseille, il est très bien. Puis je vous ai fait regarder pour la fin un film que je suis allée voir au cinéma et que j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il s'agit de Annie Colère. Annie Colère, c'est un film de Blandine. J'ai mangé son nom. Comment elle s'appelle? Blandine. Ah, crotte. Blandine Lenoir. Blandine Lenoir, avec évidemment Laure Calamy. Je ne sais pas s'il y a un film français qui se fait actuellement sans Laure Calamy. Interrogation. Voilà. Et j'ai trouvé ce film très intéressant. Donc ça se passe en 1974. Donc on est juste un an avant que la loi Veil ne passe. Et le personnage principal, Annie, tombe enceinte. Elle a déjà une grande fille de 16 ans, de 16 ans je crois, un petit garçon de 6 ans, et elle n'en veut pas d'un troisième, elle approche de la quarantaine, et son mari non plus, et elle cherche une solution. Et en cherchant une solution pour souffrir le moins possible, puisque comme l'avortement est interdit, c'est extrêmement dangereux pour les femmes, c'est beaucoup de souffrance, et elle trouve un groupe qui pratique des avortements avec une façon totalement nouvelle, qui vient des États-Unis, donc par aspiration. Et avec cette nouvelle méthode révolutionnaire, les femmes souffrent moins et mettent moins leur vie en danger. Et Annie, en fait, se prend au jeu. Et après son avortement, reste dans ces groupes du... Oh, j'oublie tout le temps l'acronyme. Je ne suis pas douée, du MLAC, Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la conception. Et j'ai trouvé ça hyper touchant. J'ai trouvé ça très intéressant parce que ça dit plein de choses de la société de l'époque. Ça dit plein de choses des rapports hommes-femmes. Ça dit plein de choses de nous les femmes par rapport à nos convictions. À quel point on est en capacité de faire taire nos idées, nos envies. Et de voir Annie qui s'est toujours un peu écrasée face à son mari parce qu'on est en 74 et que c'est comme ça. Et tout d'un coup, elle reprend sa vie en main. Elle a une passion. Et cette passion, c'est aider les femmes à avorter. Alors ça peut paraître fou, mais on la voit grandir avec ça, on la voit s'épanouir dans cette aide, dans cette bienveillance, dans cette entraide. Et c'est un film que j'ai trouvé magnifique, que j'ai trouvé très très bien interprété, qui m'a beaucoup touchée. Et j'ai passé mon temps à pleurer. Évidemment que j'ai pleuré pendant tout le film, vous me croyez. Je pense que le film était débarré depuis 2 minutes. J'étais avec ma pote Caro et j'ai fait « Oh, je crois que je vais pleurer pendant tout le film. » Et ça n'a pas manqué. J'ai pleuré pendant tout le film. Mais ça en valait la peine, c'était beau, c'est plein de bienveillance, c'est plein de beauté. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que moi, j'ai vachement vécu dans l'angoisse qu'il leur arrive quelque chose. Et en fait, non, c'est un film qui porte vraiment sur la beauté du monde, la beauté des femmes, la sororité, l'entraide. Et on en arrive tout doucement jusqu'à l'adoption de cette loi. Et d'ailleurs, aux réactions assez étonnantes des femmes face à cette loi. C'est un film que je vous invite à regarder fortement parce qu'il est vraiment génial. Et j'ai eu un joli coup de cœur pour ce film. Voilà, on va arrêter là pour ce vlog. Je vais vous le poster rapidement. Je vous embrasse. À plus tard. Ciao.